Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux origines communes d'un grand nombre de peuples qui couvrent l'Afrique du Nord et la péninsule arabique, parmi lesquels on trouve les Arabes, les Berbères, les Éthiopiens et bien d'autres. Pour ça, je vais exploiter les découvertes récentes dans deux domaines complètement distincts, la linguistique et la génétique. Commençons par l'état des lieux actuel. Tous les peuples de la zone représentés en vert ont des racines linguistiques communes. On les appelle les Afro-Asiatiques ou les Camito-Sémitiques. On pourrait croire que c'est lié à l'expansion arabe, suite à la naissance de l'islam. Mais en réalité, cette unité est bien plus ancienne. Pour s'en rendre compte, on va revenir juste avant cette expansion, vers l'an 600. À cette époque, les Afro-Asiatiques sont encore divisés en 5 sous-groupes linguistiques. Les Sémites, qui englobent les Arabes et les Hébreux, mais aussi les Tigréens d'Éthiopie, les Sud-Arabiques du Yémen ou les Araméens de Syrie. Ensuite, il y a les Berbères, qui incluent entre autres les Touaregs sur la rive sud du Sahara. Dans la Corne de l'Afrique vivent les Couchitiques, depuis le Soudan jusqu'en Somalie. Dans la partie centrale du Sahel vivent les Tchadiques. Et enfin, l'Égypte reste habitée par les anciens Égyptiens, devenus les Coptes. Ça laisse penser à des migrations très anciennes qui auraient connecté tous ces peuples. Mais il y a quand même une grande question à résoudre. Existe-t-il un peuple afro-asiatique originel? Et si oui, où se trouvait-il? Pour s'aider, on peut s'appuyer sur la génétique. Il existe des groupes d'allèles sur le chromosome Y qu'on appelle des haplogroupes et qui forment une signature des anciennes migrations par la voie masculine. Les deux principaux haplogroupes associés aux Afro-Asiatiques sont le E1B1B centré sur l'Afrique du Nord et le J1 centré sur l'Arabie. Je les appellerai juste E et J pour abréger. On voit qu'ils débordent légèrement sur l'Europe, mais il faut avoir à l'esprit que ça se mélange à de nombreux autres haplogroupes. Rien qu'en France, par exemple, on constate une très grande diversité d'haplogroupes qui se superposent. Je vais aussi ajouter le R1B1A2, beaucoup plus limité, mais indispensable pour comprendre l'origine des Tchadiques. Voilà pour la situation. On va maintenant essayer de reconstituer l'historique des migrations depuis les origines. Dans l'article d'Hérodote.net que vous avez en description, vous avez tous les détails de l'étude, qui se base sur une douzaine de références bibliographiques. Dans cette vidéo, je vais me contenter d'en présenter la conclusion, sachant qu'il n'y a encore aucune certitude à ce sujet. Tout commence en 16 000 avant Jésus-Christ, alors que le monde quitte à peine le dernier maximum glaciaire. En Afrique du Nord, il fait encore froid et sec, et seul le Nil vient irriguer le Sahara. Plus au sud, la plaine équatoriale chaude et humide est favorable aux maladies tropicales, et elle n'est donc pas densément peuplée. Finalement, les hauts plateaux éthiopiens forment un véritable château d'eau assaini par l'altitude. C'est le seul endroit favorable aux fortes densités de population. Ces gens portent l'aplogroupe E et sont les ancêtres de tous les Afro-Asiatiques. Le Nil constitue leur seul exutoire en zone saine. Les Afro-Asiatiques submergent facilement les populations locales et descendent le fleuve jusqu'à la Méditerranée. Les années passent et le climat devient de plus en plus humide. Vers 12 000 avant Jésus-Christ, les Afro-Asiatiques peuvent longer la côte vers l'ouest jusqu'au Maroc, tandis que d'autres franchissent le Sinaï par petits groupes pour gagner la Palestine. C'est là que se fait une rencontre décisive. En effet, c'est aussi le début de la révolution néolithique dans le croissant fertile. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, les populations du Zagros domestiquent leur premier animal, la chèvre, qui sera bientôt suivi du mouton. Ces animaux se diffusent très vite dans tout le secteur, notamment autour du lac de Van, où les gens portent l'aplogroupe J. En parallèle, leurs voisins de Haute-Mésopotamie domestiquent le blé et l'orge, ce qui dynamise encore plus la région. Finalement, le croissant fertile se divise en deux zones. Celle des agriculteurs sédentaires, qui occupent les plaines fertiles, et celle des éleveurs nomades, qui occupent les pourtours semi-arides. Ce nomadisme confère une grande mobilité au groupe J, qui conforte son hégémonie sur toute la zone, depuis la Mésopotamie jusqu'au Proche-Orient. C'est là, aux confins de la Palestine et de la Jordanie, qu'il se retrouve au contact des Afro-Asiatiques venus d'Afrique. Les premiers villages, comme celui de Jéricho, ont dû favoriser les échanges entre les agriculteurs et les éleveurs.
Peu à peu, la langue afro-asiatique se diffuse parmi les éleveurs du Proche-Orient. Pour la première fois de son histoire, cette langue sort de l'aplogroupe E pour gagner l'aplogroupe J. C'est l'acte de naissance du proto-sémitique. Comme les éleveurs contrôlent le commerce transarabique, ça favorise la diffusion de cette langue sur tout le pourtour du croissant fertile, d'abord chez les éleveurs, puis chez les agriculteurs. Ça donnera naissance à la langue héblaïte en Syrie et à l'akkadien en Mésopotamie. Il faut noter que l'irrigation n'est pas encore maîtrisée à cette époque. Le pays d'Akkad est donc encore une zone d'élevage. Quant au pays de Sumer, il est trop éloigné du croissant fertile pour recevoir l'influence sémitique. Ça explique peut-être pourquoi les Sumériens ont conservé leur langue sans aucun rapport avec le groupe sémitique. Pendant ce temps-là, une autre migration essentielle a lieu depuis la Grèce, de la part d'un peuple qui porte l'aplogroupe R. Pour une raison inconnue, peut-être liée à la diffusion de l'agriculture, il décide de traverser la Méditerranée pour gagner l'Afrique. Submergé par les fortes densités de population au niveau du Nil, il devient en revanche majoritaire dans les oasis égyptiennes. Au contact des peuples afro-asiatiques limitrophes, il adopte leur langue. C'est la deuxième fois que l'afro-asiatique sort de son haplogroupe originel. Ça donne naissance aux proto-tchadiques. Les proto-tchadiques poursuivent leur migration à travers le Sahara, qui s'est transformé en savane à cette époque. Ils atteignent les rives du lac Tchad, où ils submergent les autochtones. Leur dynamisme pousse les populations locales à adopter leur langue tout le long de la zone sahélienne. C'est le cas notamment des Haoussa, qui joueront plus tard un grand rôle dans la région. Les langues tchadiques se greffent ainsi sur de nombreux haplogroupes et gagnent en diversité. C'est ainsi qu'on en arrive vers 6000 avant Jésus-Christ. Grâce à l'irrigation, l'agriculture gagne l'Égypte et le sud de la Mésopotamie à cette époque. Grâce à ces deux pôles de vitalité, les flux commerciaux monopolisés par les éleveurs sémitiques explosent. Ça leur permet d'étendre leur hégémonie sur toute la péninsule arabique, qui n'est pas complètement désertique à cette époque. Ils finissent ainsi par atteindre les montagnes du Yémen, bien arrosées, qui deviennent pour eux un nouveau pôle de dynamisme. Les Berbères profitent tout autant de cette époque verdoyante pour s'étendre vers le sud jusqu'à atteindre les limites du Sahel. Quant aux Couchitiques, ils occupent peu à peu le Sahara à l'est du Nil ainsi que la Corne de l'Afrique. Vers 4000 avant Jésus-Christ, les précipitations repartent à nouveau à la baisse. La désertification croissante accélère les innovations en Égypte et en Mésopotamie, mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle transforme les montagnes plus arrosées du Yémen et du Maroc en refuge pour les populations. C'est de là que vont se faire deux nouvelles vagues de migration. Les Berbères vont imposer une nouvelle couche de peuplement sur l'Afrique du Nord, ce qui explique la relative homogénéité des langues berbères sur toute la zone. Quant au sud arabique, ils vont traverser la mer Rouge pour s'implanter dans l'actuelle Érythrée et le nord de l'Éthiopie. Tous les rameaux des langues sémitiques sont maintenant bien en place. On y distingue les langues du Proche-Orient, celles de la péninsule arabique et de l'Éthiopie, et celles de Mésopotamie. En 2000 avant Jésus-Christ, la situation se stabilise plus ou moins. Il ne reste alors plus que deux dernières migrations majeures à venir. La diaspora juive, qui démarre notamment en l'an 70, et qui tend à diffuser l'hébreu dans le reste du monde. Et l'expansion arabo-musulmane, qu'on peut faire démarrer en l'an 622. Elle va imposer une nouvelle uniformisation linguistique sur un territoire immense, qui correspond majoritairement à l'ancienne zone afro-asiatique. Ce substrat afro-asiatique a sans doute facilité cette diffusion de la langue arabe, en proposant un terrain plutôt familier. Par exemple, les Iraniens, qui sont indo-européens, ont adopté l'islam sans adopter l'arabe. Même chose avec les Turcs, un peu plus tard, et avec les peuples du Sahel. Il faut aussi souligner que la diffusion de l'arabe s'est faite sans migration majeure. Par exemple, les Égyptiens actuels sont les descendants directs des anciens pharaons, et non des Arabes d'Arabie. C'est d'ailleurs assez logique. Les populations du désert n'auraient pas pu submerger les populations extrêmement denses de la vallée du Nil. Il en va de même pour tous les Arabes du Maghreb, qui sont génétiquement proches des Berbères. Ce qui est fort, c'est que la génétique et la linguistique permettent de révéler des pans entiers de l'histoire humaine en l'absence d'écriture.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.